Salut à tous, c'est Amok, je suis très heureux de vous retrouver, mais on perd pas de temps, on commence tout de suite, j'ai plein d'anecdotes à vous présenter. Au début du film, il faut sauver le soldat Ryan, on voit le débarquement du 6 juin 1944, et une fois sur la plage, on voit deux Allemands qui sortent de leur bunker. Alors ils disent quelques mots dans leur langue, et il y a un soldat américain qui comprend pas ce qu'ils disent, qui leur tire dessus et qui en plus se moque d'eux. Et en fait, les deux soldats en question ne parlaient pas allemand. En fait, ils disent s'il vous plaît ne tirez pas, je ne suis pas allemand, je suis tchèque. Je n'ai tué personne, je suis tchèque. Et effectivement, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des personnes comme ça de nationalité autre qu'allemande qui ont été forcées de se battre sur le front allemand, bien malgré eux. Il paraît que la force d'un film, elle est dans les détails. Là, ça le prouve. À l'époque, on considérait que les rois de France recevaient leur autorité directement de Dieu. Du coup, évidemment, quand ils étaient enfants et qu'ils faisaient une bêtise, c'était même pas envisageable de les punir physiquement. En fait, il y avait que leur père qui avait le droit de faire ça, puisque lui aussi, il était de droit divin. Les autres, ils avaient même pas le droit de lui mettre une petite fessée, une petite claque, une petite clé de bras, rien du tout. Donc, quand papa partait à l'autre bout du pays ou du monde pour faire la guerre ou je ne sais quoi, fallait bien trouver une solution pour que le petit se tienne à carreau. Donc, on lui donnait un compagnon de jeu qui avait à peu près son âge et avec qui il restait tout le temps. Et il était censé devenir son meilleur ami. Et quand le futur roi faisait une connerie, c'était le pote en question qui prenait une claque à sa place. Comme ça, gratuitement, même si lui, il avait rien fait. Oui, c'est totalement injuste. Alors comme ils étaient censés être potes, la punition devait quand même faire réfléchir le futur roi. Mais bon, faut quand même imaginer la scène 2 secondes. Maintenant, tu vas te calmer, sinon je vais une claque à ton copain. Au XVIIe siècle, Louis XIII crée un régiment de hussards croates qui ont la particularité d'avoir un petit foulard noué autour du cou. Les Français qui découvrent ça aiment beaucoup et ça va très vite devenir la mode de porter un truc autour du cou comme ça. Et bon, quand c'est devenu la mode, il a bien fallu trouver un nom pour ce truc-là. Donc les gens de l'époque appelaient ça un croate. Ils sont pas allés chercher très loin. Mais croate, en ancien français, ça se disait pas vraiment croate, ça se disait plutôt croate. Un truc comme ça. Et à l'usure, le mot croate est devenu cravate. D'ailleurs, même Louis XIV, plus tard, va renommer ce régiment Royal Cravate. Et l'histoire de la Croatie a encore été marquée par la cravate plus récemment, en octobre 2003, puisque la plus grande cravate du monde a été nouée autour de la reine de la ville de Pula, en Croatie donc. Elle faisait 25 mètres de large pour plus de 976 mètres de long. Tu mets pas ça pour aller au boulot. Au XIIIe siècle, l'empereur romain Frédéric II, qui parle 9 langues, se demande quelle peut être la langue natale des bébés. En gros, si on parle jamais à un enfant, quelle langue il se met à parler quand il devient adulte. Alors il fait une expérience, il isole 2 bébés et il demande à leur nourrice de s'occuper d'eux mais de ne jamais leur parler pour voir quelle langue ils parleront plus tard. Alors non seulement aucun de ces bébés n'a jamais parlé, mais en plus ils sont morts très rapidement. Au Moyen-Âge, on se servait déjà des chats pour chasser les rats et les souris. Mais c'était pas un animal de compagnie pour autant, on le chouchoutait pas du tout comme on peut le faire aujourd'hui. Et alors non seulement on les chouchoutait pas, mais on les torturait même un peu parce qu'on conseillait aux propriétaires des chats de leur couper les oreilles pour éviter qu'ils fuguent. Parce que sans ça, ils supportent pas la pluie ni la rosée du matin, et donc ils restent bien au chaud à la maison et ils s'occupent des rats. Même si vous n'avez pas d'enfants chez vous, vous connaissez sans doute la marque Blédina, qui est une marque de produits pour bébés. Alors la marque marche très bien en France et elle a essayé de s'implanter en Russie, mais ça a été un échec monumental pour une raison principale, c'est qu'en argot russe, Blédina, ça peut se traduire par prostituée. Charles Douglas est un ingénieur du son qui a remarqué que pendant les shows télévisés en direct, certains spectateurs riaient trop tard ou ils riaient pas assez fort, voire ils riaient pas du tout. Du coup, il a inventé une machine qu'il a appelée la Laughbox qui lui permettait de rajouter des rires supplémentaires en direct à partir de bandes sonores. C'est le principe même des rires enregistrés que vous avez tous entendu au moins une fois à la télé dans les sitcoms du genre de Hélène et les garçons, ce genre de truc. Et ce qui est très fort, c'est que Charles n'a pas voulu dévoiler le contenu de sa Laughbox et ça a donc été la seule personne capable de créer des rires enregistrés des années 50 jusqu'au début des années 70.